Berkoff est en pleine forme et fin prêt pour vous offrir un Berkoff dans tous ses états, plus impertinent que jamais. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Grande idée. J'ai décidé de remanier le gouvernement. Le milliardaire Elon Musk hérite comme prévu d'un ministère. Ah, très bonne idée, monsieur le président. Fallait y penser, hein. Nouveau ministre de la Santé, un certain Robert Francis Kennedy. Hein, c'est bien, hein. Ah, bravo, c'est très très bien. Pete Hegseth accède lui à la défense. Tu rases tout. Tu balances un gros missile et bam, tu recommences à zéro. J'en ai ras le cul de vous voir toutes les semaines dans la presse à scandale. Mike Huckabee, qui s'installera à l'ambassade des États-Unis en Israël. C'est moi qui décide de votre poste. Parce que je connais vos compétences et qu'est-ce que vous pouvez faire pour la culture. Et voilà, on brade la culture. Ils sont en ordre de bataille. Les tracteurs arrivent les uns après les autres. 24, 4, 12, et le 7. J'ai gagné le panier garni. Non, l'agriculture. C'est pareil. C'est pareil. Les agriculteurs ont lancé ce soir une nouvelle mobilisation. Profitez les gars, profitez parce qu'à mon avis l'année prochaine on sera plus dans la même classe. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Jamais le slogan anti-Covid d'Emmanuel Macron, c'était il y a 4 ans déjà, n'a été autant d'actualité. Alors quelle guerre? À quel niveau? Nucléaire? On espère vraiment, on prie pour que cela ne soit pas évident et que ça puisse se passer jamais. Non, jamais. Mais en revanche, aux États-Unis, à Washington, à l'intérieur, au cœur des réacteurs où j'étais depuis une semaine, eh bien, ça barde. Et puis, vous avez vu, annonce par Joe Biden des missiles à longue portée. Oui, Kiev pourra envoyer des missiles à longue portée sur la Russie. Pourrait envoyer. Poutine répond, bien sûr. Alors, ce n'est plus des bruits de bottes, ce sont des bruits de missiles. Ce n'est pas plus encourageant. Alors, on va en parler longuement. Avec Stéphane Bonichot, notamment, avocat au cabinet Briard et qui était à Washington également pour la Federalist Society. Et on va vraiment prendre le temps d'expliquer ce qui se passe parce que ce qui se passe nous concerne évidemment. Et puis nous allons parler évidemment de la nouvelle levée, des nouvelles manifestations des agriculteurs avec Philippe Grégoire, qui est responsable national de la République souveraine. Et qu'est-ce qui se passe vraiment? Mercosur, baroud d'honneur, le dernier avant les soins palliatifs. Qu'est-ce qui se passe? On veut vraiment que l'agriculture française meure? On s'y prendrait pas autrement. On va en parler. Et puis, évidemment, ce qui se passe à l'école, à Strasbourg ou ailleurs, en Angleterre, où la justice vraiment devient n'importe quoi. Les rétropédages du maire de Bordeaux, c'est très bien. Et puis, nous allons recevoir Agnès Naudin, ex-capitaine de police et auteur de Cara, Désillusion en 2 mots ou en un mot. Elle va parler aussi pourquoi, les raisons pour lesquelles elle a quitté la police. À tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Il est sorti de la forêt amazonienne comme le dernier survivant des Indiens. Mais c'était pas le dernier survivant, c'était le dernier président, en tout cas démocrate. C'était Joe Biden, Joseph Robinette Biden, son vrai nom. Eh bien, il sait qu'il s'en va dans 2 mois, très exactement, même un peu avant. Et puis, il a prononcé un discours, une petite conférence de presse, comme ça, sorti de la forêt amazonienne. C'était, si vous l'avez vu à la télévision, c'était assez spectaculaire. Et il a dit, eh bien, écoutez, nous allons autoriser Kiev à lancer des missiles à longue portée vers la Russie. Alors, évidemment, réaction des Russes, on va en parler notamment à la colonel Père de Jong, qui vient d'écrire un livre passionnant, Poutine, Lord of War, Retour des boyards chez Marieur Édition. Mais auparavant, il faudrait que je vous dise ce qui se passe sur l'autre front. L'autre front, c'est Washington. Je viens de passer une semaine à Washington. Et vous savez, Washington, c'est vraiment intéressant parce que c'est non seulement intéressant, c'est le cœur du réacteur. Il ne faut pas oublier que les ambassades du monde entier, Washington, capitale, bon, ça c'est classique. Le Capitole, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre des représentants, sont à Washington.
la Maison-Blanche, évidemment, président de la République, Washington. Mais il n'y a pas que ça. Le Fonds monétaire national, le Fonds monétaire international, hein, qui nous guette, qui nous menace, et là-bas la Banque mondiale, tous les départements, justice, commerce, affaires étrangères, tout ça, le FBI, la CIA, Washington, le Pentagone, pas très loin. C'est-à-dire que vous êtes dans une capitale où ça a l'air très calme. Mais à l'intérieur, depuis que Trump est arrivé, depuis que Trump a été élu, et je rappelle a été élu aussi bien par une majorité de voix populaires que par les grands électeurs, puisqu'il avance, il est de 3 millions de voix en plus que Kamala Harris. Donc, c'est le feu. Pourquoi c'est le feu? Parce que il a déjà donné un certain nombre des gens qui vont gouverner avec lui. Et le casting, quand même, juste rapidement, faut que vous voyez. Alors, pour le Doge, savoir comment l'efficacité du gouvernement dans les dépenses publiques, ça nous intéresse, ça nous en France, hein, surveiller les dépenses publiques. Eh bien, il y aura rien de moins que Elon Musk, hein, X, Twitter, Tesla, SpaceX et compagnie. Le multimilliardaire Elon Musk, et oui, qui est sorti de sa zone de confort, sera là avec Vivek Ramaswamy, une des découvertes et des révélations des Républicains. Suzy Wiles, chief of staff, chef de cabinet, qui va être très actif. Peter Excel à la Défense. Elisa Stefanik, ambassadeur aux Nations Unies. Stephen Miller, mais surtout, alors John Ratcliffe à la CIA. Marco Rubio comme secrétaire d'État aux Affaires étrangères qui va remplacer Anthony Blinken. Tulsi Gabbard qui était démocrate pendant 20 ans, qui est passé chez les Républicains, qui va être effectivement à la National Intelligence, c'est-à-dire qu'elle va surveiller, elle va être sur tous les problèmes de sécurité et d'intelligence à l'étranger. Et on pense que Kash Patel sera à la FBI. Ça veut dire quoi tout ça? Et surtout, j'allais oublier, Matt Gaetz comme ministre de la Justice, Department of Justice. Et alors là, c'est vraiment la colère des uns, la panique des autres et les interrogations. C'est-à-dire que 2 mois avant, Trump donne son casting et ça fait déjà énormément de bruit. Et là-dessus arrivent les bruits de bottes. Les bruits de bottes, et quel bruit de bottes? Autorisation donnée à Kiev pour utiliser des missiles américains à longue portée sur le territoire russe. Qu'est-ce que ça va être? Et justement, on voudrait en parler avec colonel Père de Jonc. Bonjour colonel. Bonjour. Alors, dites-moi, je rappelle que vous êtes vice-président de l'Institut Thémis, vous êtes spécialiste géopolitique et ancien colonel des troupes marines, et je rappelle votre dernier livre, Poutine, Lord of War, Retour des boyards, aux éditions Mareuil. Alors, à votre avis, nous on l'a senti, mais dites-moi votre avis. Alors, d'abord, qu'est-ce que sont ces missiles à longue portée? Jusqu'où ils peuvent aller? Quelle est l'autorisation vraiment donnée? Et est-ce que, quelque part, ce n'est pas un jeu politique qui, en fait, se passe le dernier coup de Biden à Trump? Est-ce que ce n'est pas un jeu politique intérieur des États-Unis ou les deux à la fois, mon colonel? Alors, vous venez de répondre à la question. Bien évidemment, l'élection de Trump il y a une quinzaine de jours est l'élément déterminant de tout ce qui va se passer sur le front ukrainien pendant les 2 mois qui arrivent. Parce qu'on voit bien ce qui va se passer à partir du 20 janvier, 21 janvier, 22 janvier. Dès l'arrivée de Trump, il va y avoir une mise en place d'une négociation, parce qu'elle a été annoncée officiellement, non seulement par Trump, mais par son environnement. Oui. Donc, ils vont lancer une espèce d'obligation, à discuter avec Zelensky. Donc, c'est ça le cœur du problème. Donc, les uns et les autres ont besoin de s'assurer une espèce de garantie dans le cadre de ces négociations. Pourquoi? Parce que Vance, le futur vice-président, a annoncé très clairement que l'objectif américain va être en fait d'avoir une stratégie en Ukraine qui va être extrêmement simple, avec 1, cristallisation du front, 2, création d'une zone tampon, et 3, neutralisation de l'Ukraine. Donc on lui interdira pendant un certain temps, je pense même un temps certain, d'entrer dans l'OTAN. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'au moment où on va stabiliser ce front, je veux dire que c'est à partir de là qu'on va discuter. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les Russes ont intérêt à foncer et à gagner le maximum de terrain, en tout cas de conquête, je dirais, territoriale, et les Ukrainiens ont intérêt, eux,
à jouer leur dernière carte, qui est une carte extrêmement importante, qu'en fait, la conquête qu'ils ont menée depuis cet été, dans la région de Koursk, où ils occupent la zone depuis déjà un certain temps, pas une grande zone, 500 km², donc eux ont intérêt à tenir. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une opération russe qui va se monter dans les jours qui viennent, ou dans les semaines qui viennent, avec beaucoup d'hommes, on parle de 50 000 hommes, plus des Coréens, donc il va y avoir une bataille. Et donc on voit bien que les uns et les autres ont besoin les Ukrainiens de se garantir, ne pas en perdre davantage, en tout cas de garder la région de Koursk pour négocier ça avec les Russes, et les Russes ont intérêt à avancer. Et donc les Américains, dans une espèce de raffermissement du pouvoir américain qui a encore 2 mois à tenir, pour exister, en tout cas pour ne pas abandonner définitivement l'Ukraine, qui pourrait être basculée, qui pourrait être bousculée, c'est la dernière carte de Biden, c'est qu'on met sur la table, si vous voulez, l'usage de missiles à longue portée. Je vais répondre à votre question. Oui. Ah, on vous entend plus. Oui, juste, colonel Père de Jong. Est-ce que, alors justement, sur le plan strictement militaire, est-ce que ces fusées à longue portée, donc Kiev, Zelensky a l'autorisation de les utiliser? On ne dit pas qu'il va les utiliser, mais est-ce qu'il a l'autorisation de l'utiliser? Surtout qu'on sait depuis ce matin que Emmanuel Macron, le président de la République, a été assez, prudent en disant c'est une option, mais ce n'était pas du tout l'autorisation. On ne sait pas ce que dit l'Angleterre. Est-ce que, mais concrètement, militairement, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il peut aujourd'hui, à l'heure où on parle, décider de lancer ces missiles à longue portée? Alors, évidemment, il pourrait, mais il les a jamais utilisés. Vous savez que la force de cet engin, qui s'appelle le HIMARS pour les roquettes qui tirent à 80 km, ou le ATACMS qui va tirer à 300 km. On voit bien que la différence est 200 km. Donc, l'usage de cette arme, si vous voulez, donne de l'allonge aux Ukrainiens et permettra à l'Ukraine de tirer sur des objectifs dits stratégiques. Un exemple, des aérodromes, des concentrations de blindés, des postes de commandement, des plots logistiques. Donc, des objectifs extrêmement importants. Deuxième avantage de cet engin, c'est qu'il se transporte, c'est un engin balistique de sol-sol. Donc il est transporté par un engin qui est soit à chenille, soit à roue. Contrairement au Scalp ou au Storm Shadow anglais et français, qui lui est tiré soit d'un bateau, soit d'un avion. Donc aujourd'hui, si vous voulez, l'ATACMS, c'est un engin qui est facilement utilisable. Et j'imagine qu'il y a des Américains sur place pour leur conseiller. Donc aujourd'hui, ils peuvent tirer. Donc les Américains vont aider les Ukrainiens, si tant est qu'ils le fassent, avec le choix des cibles, bien évidemment, et avec l'emploi, parce que c'est un engin qui est extrêmement précis, à une dizaine de mètres, à 300 km, mais surtout, c'est un engin qui est relativement cher. Donc si vous voulez, c'est un fusil à un coup quelque part. Donc ils vont avoir... Un exemple, le Scalp, on en a donné une douzaine. Donc on voit bien que c'est pas un engin, c'est pas un fusil à répétition. Donc le choix des cibles est important. Mais c'est vrai que c'est un engin presque politique et qui va interroger les Russes, qui vont éviter les concentrations trop fortes, qui vont éviter de trop communiquer, qui vont reculer leurs aérodromes encore un peu plus. Donc on voit que ça met en place quelque chose. Encore une fois, ce que va faire Poutine, personne n'en sait rien. Mais Poutine, en tout cas, juste un mot, Poutine a parlé, évidemment, ça fait partie du bras de fer, en disant, écoutez, s'ils attaquent des objectifs à l'intérieur de la Russie, nous n'hésiterons pas. Il a encore une fois brandi la menace nucléaire. C'est sûrement politique, mais enfin quand même, ce n'est pas rien. Alors c'est le vrai problème. Vous savez que les Russes, on considère que l'armement nucléaire tactique, tiré globalement entre 0 et 500 km, c'est une arme d'emploi, c'est une arme tactique. Donc effectivement, dans l'emploi de l'armée russe, on peut envisager la possibilité de tirer un missile tactique pour détruire des installations, pour détruire des concentrations blindées. Donc ça, c'est pas impensable. Donc ça, on le sait. C'est la doctrine russe. Maintenant, ce que je pense, c'est que Poutine est obligé de répondre. Et je pense que l'effet de l'ATACMS est surtout un effet, je dirais, politique et psychologique. On verra dans un deuxième temps, on verra l'effet potentiel. On voit bien que, évidemment, c'est pas les 10 ou 15 ou 20 missiles qui vont tirer qui va changer la phase du conflit par la force des choses. Merci Père de Jong. C'est en tout cas, voilà, c'est ce qu'on entend aujourd'hui, c'est ce bruit-là. Vous avez très très bien résumé la situation. On verra s'il sera plutôt politique ou plutôt militaire, mais revenons à Washington, revenons à ce que nous avons vu à Washington. Nous allons en parler justement avec Stéphane Bonichot, qui est avocat et qui est évidemment du bureau Briard et Bonichot, du cabinet Briard et Bonichot. Alors, juste un mot, on va en parler après une petite pause, mais vous, l'impression que vous avez eue de ces quelques jours à Washington, Stéphane Bonichot, du point de vue de ce qui se passe actuellement avec le coup de tonnerre, effectivement, des nominations de Trump et de l'élection de Trump?
Bonjour André, bonjour Marie. Impression contrastée, parce que lorsqu'on arrive à Washington, l'ambiance est un peu morose. Washington a voté à 95% pour les démocrates. Donc, lorsqu'on croise des personnes dans la rue, évidemment, c'est plutôt la déception qui domine pour ces personnes. En ce qui me concerne, j'ai assisté à une convention de juristes et d'avocats et de juges américains à la Federalist Society, qui est donc une organisation qui regroupe des juristes d'obédience conservatrices et conservatrices. Ils sont combien Alors, ils sont 75 000 adhérents. Avocats et juges, c'est ça? Avocats et juges, absolument, c'est ça la spécificité. C'est un forum de discussion entre tout le monde juridique, où des échanges de très haut niveau sont organisés. Plutôt à tendance plutôt conservatrice, conservateur. Oui, voilà, c'est la caractéristique, effectivement, c'est que c'est plutôt conservateur et libertarien. Maintenant, c'est des débats ouverts avec des juges démocrates, des avocats démocrates, effectivement, pour créer un débat contradictoire intéressant. Alors, on va en parler tout de suite après cette petite pause avec Stéphane Bonichot. Effectivement, ce que nous avons senti à Washington, le cœur du réacteur, encore une fois. Et bien entendu, si vous voulez réagir ou poser votre question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 303. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Ce n'est pas Dallas, c'est Washington, ton univers impitoyable. Et quelle bagarre. Les lobbyistes sont là. Tout se passe là. Le cœur du pouvoir est là. Et vraiment, on a regardé un peu tout ça. Stéphane Bonichot, vous étiez donc, moi aussi, j'ai assisté à certaines discussions, mais vous étiez notamment à la Federalist Society que vous avez expliqué, effectivement, que vous avez décrite là. Et qu'est-ce qu'on sentait effectivement, par rapport vraiment, alors de façon très claire, par rapport à cette élection qui venait d'avoir lieu, et les sentiments. Alors évidemment, on pourrait dire, ce sont des conservateurs, ils sont contents. Mais on a constaté que c'était beaucoup plus nuancé que ça. Absolument. Nous avons été un peu surpris de voir que certaines personnes qui assistent à ces forums juridiques étaient très réservées sur... Mitch McConnell, notamment l'ancien porte-parole des Républicains au Sénat, et qui est aujourd'hui dénoncé comme traître par les Trumpistes. Absolument, absolument. Trump considère que le Sénat, sous son premier mandat, avait été un poison quasiment. Il avait beaucoup freiné ses réformes, et il y a une véritable défiance maintenant entre le parti républicain traditionnel et Trump et son entourage. Donc la question, c'est de savoir sur qui va-t-il s'appuyer à l'avenir pour constituer son administration, ses ministères. Là, on a vu que ces nominations, enfin les nominations qu'il envisage, qui doivent être confirmées par le Sénat, ce qui est encore... ce qui n'est pas joué. Oui, parce que vos auditeurs doivent savoir que tous les ministres doivent être confirmés par le Sénat. Contrairement à la France. Voilà, exactement. Alors, certes, le Sénat est dominé par les Républicains, mais ce sont des Républicains... Oui, pas toujours qui ont rejoint Trump de gaieté de cœur. Voilà, ce sont des Républicains qu'on peut appeler... Rhinos. Voilà, ils l'appellent en américain Republicans in name only, c'est un républicain que de nom. Parce que les Trumpistes estiment qu'on a transformé le parti républicain. Exactement. Donc, voilà. Des républicains un peu traditionnels. Voilà. Donc à Washington, c'est une certaine réserve. On attend de voir ce qui va se passer. Il y a eu une douche froide pour les juristes d'obédience conservatrice avec la nomination de Matt Gaetz, qui laisse penser, puisqu'il serait nommé ministre de la Justice s'il est confirmé par le Sénat. Mais alors certes, il était à la Chambre des représentants, c'est un élu de Floride. Mais pour autant, il n'est pas du tout issu du sérail juridique, et il est assez connu pour ses problèmes, ses outrances, et puis il a eu un certain nombre
poursuite. Voilà. Enfin, assez mineur par rapport à d'autres, mais disons qu'il en a eu, oui. Ouais, voilà. Mais donc ça, vous avez senti une inquiétude, quoi, une vraie inquiétude. J'étais surpris de voir qu'effectivement, c'était pas nécessairement la joie et l'enthousiasme qui prédominaient. C'est plus une certaine réserve, voilà, une certaine réserve. Et parmi les gens que je fréquente à Washington et qui sont ouvertement républicains, certains n'ont pas voté pour Trump. Oui. Oui, c'est ce que disait d'ailleurs une représentante, effectivement, nous avons vu une représentante du Texas, et l'une de ses adjointes disait, écoutez, considérez que 50% des gens qui sont ici n'ont pas voté pour Trump, mais bon, ils font comme si maintenant, puisque Trump a gagné. Exactement. Oui. Alors, ils espèrent quand même, pour ce qui concerne les républicains, ils espèrent quand même récupérer des postes. Oui, parce que c'est le gouvernement qui nomme les juges, qui nomme les juges fédéraux aussi. Il faut expliquer. Alors exactement, ça, dans le système américain, c'est très important, le système de la justice, alors, évidemment comme dans tous les pays, mais dans un système fédéral, une nation aussi importante que les États-Unis, avoir la nomination des juges est particulièrement déterminante pour la... Voilà. Tout à fait, et surtout que les juges sont nommés à vie. On peut se rappeler. Ils sont nommés à vie et c'est tout à fait intéressant. Juste, Stéphane Bonichot, ça fait 15 ans que vous allez très régulièrement à Washington pour assister notamment à ce... Est-ce que franchement, si vous faites il nous faudrait des heures, mais entre comparaison justice américaine, justice française, organisation, je ne dis pas exécution, vous pensez que la justice américaine c'est intéressant, c'est-à-dire disons que ça garantit l'indépendance de la justice plus qu'en France ou pas, à votre avis? Alors, je pense que les magistrats sont tout à fait indépendants, que ce soit aux États-Unis ou en France. Mais les carrières sont très différentes. C'est sans doute l'une des caractéristiques, l'une des différences principales. Aux États-Unis, vous avez régulièrement des avocats qui deviennent juges, des personnes qui sont dans l'administration qui peuvent devenir juges, qui sont nommés, des professeurs de droit qui vont ensuite à la Cour suprême des États-Unis, alors qu'en France, les magistrats, ce sont la plupart du temps des magistrats de carrière. On rentre à l'école de la magistrature ou dans le système. On ne peut pas changer de métier comme ça. C'est possible, mais c'est beaucoup moins courant qu'aux États-Unis, où c'est véritablement la carrière, c'est souvent d'être assistant d'un juge, ensuite d'être avocat, en parallèle d'enseigner le droit, et puis ensuite on est nommé juge dans le circuit fédéral, et puis si les choses se passent bien, on peut aller jusqu'à la Cour suprême. Et effectivement, ce sont des nominations à vie. Et c'est important pour chaque président. C'est des nominations qui sont faites par le président des États-Unis lui-même, confirmées par le Sénat, comme toujours pour les postes importants. Et ça permet de structurer le pays. Voilà. Alors les juges restent tout à fait indépendants. Il peut y avoir des nominations par un président républicain et pour autant des décisions qui ne seront pas prises en fonction de... Absolument non, mais je crois que la garantie de l'indépendance, et qui est très important, peut-être par rapport même à la France, c'est qu'ils sont à vie, ils sont indégommables. Exactement. C'est ça. Donc même s'ils ont été nommés par X ou Y, ils ne dépendent plus de lui à partir du moment où ils sont là. Ils sont tout à fait indépendants. Ce qui vous l'avouerez, n'est pas totalement le cas en France, cher Stéphane Bonichot. Je veux croire que tous les magistrats sont tout à fait indépendants et intègres. En tout cas, tous ceux que je connais. C'est bien. Vous avez raison. En tout cas, il faut croire dans la vie. En tout cas, merci Stéphane Bonichot, et merci. Voilà, on vous a donné, on en parlera encore toute cette semaine de ce qui se passe à Washington, parce que, comme vous le savez, ça nous concerne énormément. À tout de suite. Et vous pouvez poser votre question ou réagir en nous appelant au 0826 300 300. Tout de suite, André Berkoff, dans Sans Balance, va nous parler de la mobilisation des agriculteurs avec Philippe Grégoire, responsable national à République Souveraine pour la partie agricole. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Ça m'énerve, dit Helmut Fried, ça m'énerve. Oui, effectivement, les agriculteurs, on en parle, mais on a l'impression, effectivement, comment dire, on dirait qu'ils sont là, ils descendent, ils disent tout ce qu'ils ont à dire, on les entend et on sait quels drames peuvent se passer dans la vie d'un certain nombre d'agriculteurs et on sait que cette espèce de... Ce qui était l'âme de la France, qui était vraiment la structure de la France il y a encore un demi-siècle, même pas, devient presque... On se dit, mais est-ce que c'est à jeter est-ce que c'est à passer à pertes et profits? Philippe Grégoire, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable national à la République souveraine pour la partie agricole. Et justement, vous m'avez envoyé un mot, Philippe Grégoire, on vous a toujours reçu avec plaisir, vraiment. Et vous dites, c'est très intéressant, voilà ce que vous dites. Je résume le mot que vous m'avez envoyé. Vous dites, écoutez, c'est pas le Mercosur qui est le plus important, ce sont les valeurs ajoutées, et on va détailler ça. C'est le PAT, c'est la souveraineté, effectivement, sur le local, la coopération entre États, la réforme fiscalité. Alors, ça m'intéresse beaucoup que vous disiez, parce que vous dites le Mercosur, oui d'accord, mais c'est pas le problème principal, alors que tout le monde parle du Mercosur, oui c'est le scandale le Mercosur, d'ailleurs les autorités françaises disent oui mais on n'a pas encore accepté, alors que pratiquement tout le monde l'a accepté. Pourquoi pour vous le Mercosur n'est pas le problème principal ? Alors, c'est des slogans, parce que si vous voulez, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a des élections Chambre d'agriculture en janvier, donc la FNSEA, forcément, ils sont dans leur rôle. Il faut renouveler les enveloppes budgétaires, et c'est lié aux élections. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est un slogan de campagne. Pourquoi ? Parce que les agriculteurs, on a 2 suicides par jour, on est par terre déjà. La viticulture dans les coopératives, ceux qui passent par les coopératives sont par terre. Les producteurs de lapins sont ruinés. Les producteurs de lait, vous connaissez la situation. Et le Mercosur n'est pas en place. Donc, une petite parenthèse, le chef d'État, c'est à la majorité qualifiée. Bien sûr qu'il va l'accepter, mais s'il voulait, il pourrait s'y opposer. Pas sur ce traité-là, mais de façon indirecte, comme a su le faire Chypre, parce qu'il y a certaines décisions qu'il faut prendre à l'unanimité. Oui. Par exemple, sur l'élargissement, par exemple, sur les affaires étrangères. Et il pourrait dire à ses partenaires, écoutez, là, vous allez passer en force, mais moi, demain, quand il faudra un vote à l'unanimité, la France mettra son veto. C'était juste une parenthèse. Mais donc, la solution, c'est de revenir sur les projets alimentaires territoriaux avec des organismes, des associations comme SOS Mer ou Marjolaine passe du temps, avec les élus locaux, pour qu'on se serre la main entre nous, les producteurs, les collectivités territoriales. D'accord. Alors Philippe Grégoire, je voudrais revenir à ce que vous avez dit, parce que ça m'intéresse, et vraiment, et pas seulement moi, les auditeurs, effectivement, de Sud Radio, les résistants de Sud Radio. Vous dites, en valeur ajoutée, il faudrait que ça 40% paysans, pour les paysans, 12% logistique, 24% transformation et 24% grande distribution. Je voudrais que vous expliquiez ça. 40% pour les paysans, ça veut dire quoi? Et 12 et 12, voilà. Que vous expliquiez un peu ce dessin, ce plan. Oui, parce que si vous voulez, pour que les gens comprennent bien, c'est pour ça que tous les ans, les paysans reviennent manifester, on ne résout pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est ce qui nous reste à la fin du mois pour vivre. Ouais. L'administratif, dans des très grosses fermes, même jusqu'à plus d'1 million d'euros, entre 3 et 6 000 euros, j'ai grossi le trait volontairement, vous avez fait l'administratif, vous pouvez le confier à quelqu'un, à un comptable. Entre 3 et 6 000 euros par an. L'enjeu n'est pas là. Vous pouvez enlever l'administratif, vous pouvez enlever les contrôles, un contrôle unique, c'est bien un contrôle unique. Mais si vous manque 50 000 euros à la fin de l'année, vous me direz, monsieur Bercoq, vous n'avez pas vu de contrôleur cette année? Non, j'en vois un plus que tous les 2 ans. Par contre, je vous appelle, monsieur Bercoq, il me manque 65 000 euros sur mon compte. Donc, ça ne va pas résoudre le problème. Ouais. Parce qu'il revient que quelques centimes, 2-3 centimes à un producteur net sur un litre de lait, pareil sur la viande bovine, pareil sur les poulets. Donc, 2 ou 3 centimes de le litre, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Les éleveurs, on est à 1 000 euros. Avec amortissement, on est à entre 800 et 1 200 euros. 40% en dessous le RSA. Donc la marge nette ramenée à ce qu'on livre, c'est peanuts. Alors pourquoi 40, 24 et 12 ? 40, parce que nous, l'agriculture,
c'est majeur. C'est majeur. C'est des emplois non délocalisables. L'alimentation, c'est la santé. Vous avez des études qui commencent à sortir de l'Agence régionale de santé, les bienfaits sur le diabète, sur les cancers, les gens en fin de vie, une alimentation saine, bio et locale sur la santé des gens. Donc il y a le coût sur la santé, il y a l'impact à travers l'environnement. On a 1 500 000 hectares en friche aujourd'hui, en France, parce qu'on n'a plus les moyens de les cultiver, parce qu'on n'a pas de marge. Et s'il n'y a pas une répartition de la valeur ajoutée, vous pouvez enlever tous les contrôles, ça ne changera rien. Et alors, vous dites 12 pour la logistique, 24 pour la transformation. Qu'est-ce que vous appelez la transformation ? C'est l'agroalimentaire, les coopératives, les outils de transformation. C'est nos coopératives qui sont gérées par la FNSEA, c'est Lactalis, c'est le groupe LDC, c'est Bigard dans la viande bovine. Il faut que, s'il mange tout le gâteau, l'agriculteur ne fait pas sa facture. D'où l'intérêt des PAT, parce que là, on se serre la main avec les consommateurs et les élus locaux, et c'est l'agriculteur qui reprend la facture. Si on passe par soit on a affaire à des centrales d'achat ou l'agroalimentaire, ou des gens qui ont monté des business comme Nicolas Chaban avec ses kills patrons, c'est lui qui ramasse la marge, c'est pas l'agriculteur. Alors le PAT, expliquez le PAT, Philippe Grégoire. PAT. Projets alimentaires territoriaux. Ça découle directement le 13 août 2004, la loi 2004-811, le ministère de l'Intérieur a demandé via les préfets à tous les élus locaux de mettre en place la sécurité des populations, recouvrir la sécurité civile en cas de conflit nucléaire, en cas de conflit armé avec un autre pays, en cas de cyberattaque sur les réseaux informatiques. Chaque élu doit avoir un plan communal de sauvegarde, avoir une alimentation autour de sa commune, autour des grandes métropoles. Donc c'est il y a exactement 20 ans que ça a été fait, ça. Il y a 20 ans, la loi. Oui, et de façon indirecte, j'ai bien dit de façon indirecte, les élus, parce que ça ne concerne pas les traités européens, c'est la protection des populations. Comme vous le savez, s'il y a une cyberattaque, sachez quand même qu'il y a des hackers qui ont bloqué 805 magasins en Suède il n'y a pas longtemps. Ils ont bloqué les réseaux. Donc vous n'avez plus de logistique. Donc vous n'avez plus de pompiers, plus de SAMU, plus de chirurgiens, parce que vous savez qu'on ne peut pas vivre sans manger. Donc à travers cette loi-là, de façon indirecte, il faut que les élus fassent travailler les producteurs locaux au maximum pour que le paysan reprenne sa facture, qu'il ne soit plus étranglé par l'industrie agroalimentaire. Et le commerce international, il faut le faire sur la base de la coopération entre les États et non le libre-échange. Et si nous sommes, parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire, si nous sommes obligés de signer quelques traités de libre-échange parce qu'on est pris dans une mondialisation et un commerce international, il ne faut pas que ces traités-là servent de prix de référence. C'est-à-dire que là, il y a 100 000 tonnes avec le Mercosur. Qui d'abord va passer les commandes? C'est pas Emmanuel Macron, c'est les centrales d'achat, c'est nos multinationales qui vont passer les commandes. C'est pas Emmanuel Macron qui va signer les bons de commande, c'est bien nos industriels. Il ne faut pas que cette marchandise-là serve de prix de référence. Vous voyez ce que je veux vous dire? Tout à fait. Restez avec nous, Philippe Grégoire. Après une petite pause, on reprend ça. C'est absolument passionnant. Et je voudrais vous poser une question sur les circuits courts et sur l'autonomie. À tout de suite. Et pour toutes vos questions ou vos réactions, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul. Philippe Grégoire est avec nous, responsable national à la République souveraine pour la partie agricole. Alors Philippe Grégoire, vous nous avez bien expliqué ce qui se passait effectivement dans ce quadrilatère entre paysans, la logistique, transformation et grande distribution, et ne pas se tromper sur les véritables enjeux et ne pas avoir l'arbre, la forêt qu'essaye de cacher l'arbre. Écoutez, j'étais aux États-Unis, là, je viens de rentrer, et j'ai rencontré l'un des agriculteurs les plus
connu des États-Unis, Joel Salatin, enfin... je ne cite pas son nom pour cela, mais on a parlé pendant 2 heures de ce qui se passe aux États-Unis, et c'est très... Je voulais avoir votre avis, parce que j'ai trouvé que ça résonnait beaucoup avec l'Europe, en général, la France en particulier, en disant, nous, ce qui nous tue, c'est pourtant les États-Unis, hein, c'est pas les mêmes normes et les mêmes lois, nous, ce qui nous tue, il dit, moi, je déteste faire des choses illégales, mais je suis obligé de les faire, parce que, si je veux... il a des élevages, pour vous dire rapidement, il a des élevages de vaches, de bœufs, de cochons, et de poules. Et il dit, moi, si je veux vendre directement, c'est extrêmement compliqué. Je veux une politique de proximité. J'ai des tas de gens autour de moi, à Shenandoah, dans la Virginie, etc. Et je ne peux pas le faire parce qu'il a des lois. Je dois, par exemple, pour fabriquer du fromage, il faut que j'ai telle ou telle norme. Est-ce qu'il n'y a pas ce problème pour nous, des circuits courts qui sont posés dans ce pays agricole qu'est quand même la France, Philippe Grégoire? Oui, alors on peut le faire, hein, parce que certains le font, mais il faut savoir que ces normes-là, elles ont été demandées par la profession, l'interprofession, je vois dans le lait les taux cellulaires et tout ça, sous prétexte qu'il fallait qu'on exporte, qu'on nourrisse le monde, qu'on soit compétitif. Et en fait, c'est les industriels de l'agroalimentaire, moi je le tiens de source sûre, parce que j'avais échangé avec Jean Arthuis, que vous connaissez, et qui a été à l'Europe, hein, de la Mayenne, c'est auprès de chez moi. Oui. Et en fait, ces normes-là, elles sont poussées chaque année par les grands groupes industriels. C'est pour éviter que les petits producteurs ils puissent transformer et garder leur appellation fromage. Vous savez, il y a eu plusieurs attaques déjà au niveau européen pour empêcher les petits producteurs de garder. Donc ça, c'est pas, Philippe Grégoire, c'est important, ça, c'est pas européen, c'est français. C'est-à-dire qu'on veut empêcher les petits producteurs de vendre leurs produits, de transformer leurs produits. Oui, mais c'est pareil en Allemagne et en Hollande. Hein. Oui, c'est les industriels qui ne veulent pas que les producteurs reprennent leur autonomie. Ils veulent qu'on reste sous leurs bottes, si vous voulez. Ouais. C'est pour ça que les réglementations, elles sont très draconiennes. Parce qu'ils savent que ça sera compliqué de les mettre en place sur des petits ateliers. C'est poussé par eux. D'accord. Et entretenu après par le secteur tertiaire de tous les gens qu'on a dans le secteur tertiaire, bien sûr. Ouais, c'est très intéressant de savoir que, effectivement, vous parlez de la loi de 2004, savoir que si on n'habite pas très très loin, et même assez loin, de ne pas s'organiser effectivement pour irriguer, pour irriguer un peu toute la population des environs, alors qu'on sait très bien que vous avez des fermiers, des agriculteurs qui peuvent donner, vous savez, ce qu'il me disait, juste un mot, Philippe Grégoire, et je voudrais finir là-dessus, il me disait, vous savez, avant on vivait dans les villages, et le fromager, ou le boulanger, ou celui qui fabriquait, eh ben on savait s'il était mauvais, et ça durait pas très longtemps. Évidemment, on est dans un autre monde, mais c'est quand même dommage qu'à côté de cet autre monde mondialisé, etc., puisse pas exister et prospérer je dirais des villages, enfin des agglomérations où on peut manger de très bonnes choses, boire de très bons vins ou autres, sans passer par toutes les normes possibles et imaginables. Le cœur du sujet, c'est la rémunération des paysans. Et toutes ces normes et ces contraintes, elles ont été poussées par les grands groupes industriels pour que les gens puissent pas en prendre leur autonomie. Ouais. Et l'avantage de remettre des normes en permanence dans les bâtiments hors sol, les poules pondeuses et tout ça, ça oblige le paysan à investir beaucoup. Et une fois qu'il a investi beaucoup, il est attaché à la banque et à la coopérative. C'est un jeu pervers qui nous attache alors que les produits naturels, on sait les faire, les animaux en plein air, on sait les faire, mais ça fait vivre un système économique avec tout l'agro-industrie qui vend le matériel derrière. Alors moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'à l'heure où je parle, il faut savoir que ce modèle agricole français-européen, seuls 5% des paysans sont capables de vivre en France sans subvention. Ça veut dire que le modèle, il est totalement perfusé. 5% seulement des paysans sont capables de vivre sans subvention. Oui, sans la PAC, sans les subventions pour les retraites, parce que les retraites des agriculteurs, sur le financement du système social agricole, sur 15 milliards, on en verse 3.
Il y en a 7 qui viennent de l'État, 5 de la sécurité sociale. Après, on est subventionné quand on monte des bâtiments. On est subventionné à tous les étages. Voilà. Donc le gouvernement, accord du Mercosur, il n'est pas bon, mais c'est un parmi tant d'autres. Ceux d'avant nous ont assassinés. Bien sûr. Même quand on commercialise en franco-français, si vous mangez un poulet ou une pièce de viande qui est passée par un abattoir Bigard, produit en France par nous, on ne gagne pas d'argent parce qu'il n'y a pas de répartition de la valeur ajoutée. Donc le gouvernement, je l'invite à ne pas voter le traité de libre-échange et je l'invite à prendre 3 mesures fortes. La première, c'est de Philippe mettre en Grégoire, place malheureusement, nous sommes en fin de... Écoutez, on va reparler de tout ça. Nous sommes en fin d'émission, mais on va reparler de tout ça. On va vous inviter très vite pour aller plus loin. Mais ce que vous venez de dire, franchement, c'est que comme ça, on va mourir guéri. C'est quand même extrêmement grave d'être sous perfusion. Vous avez dit quelque chose de très important. Et on se retrouve très bientôt, Philippe Grégoire. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, dans tous mes états. Et c'est vrai que j'ai envie de retourner à l'école, mais pas l'école comme on la donne maintenant. Vraiment pas, notamment ce qu'on fait actuellement à Strasbourg. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du... Quand même, elle exagère quand même. Enfin, c'était pas mal l'école, hein. C'est toujours pas mal l'école. Enfin, sauf quand... Bah écoutez, il paraît que c'est très bien, sauf quand on met des traceurs GPS sur les vêtements des écoliers. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites comment, moi? Sur nos chères têtes blondes, brunes ou oranges ont des GPS. On les fait porter des GPS, c'est pas le bracelet électronique, ça, c'est pourquoi des GPS? Alors écoutez. De sortir de la classe, ces élèves de CP n'enfilent pas que leur manteau, mais aussi des gilets un peu spéciaux. Les gilets, pour voir où ils vont se déplacer pendant la cour, on les met à chaque récré le matin et l'après-midi. L'objectif de cette étude menée dans 15 écoles de la ville de Strasbourg, questionner le partage de l'espace par les filles et les garçons. Le résultat, systématiquement, 20% des garçons utilisent 80% de la cour de récré. Et ben voilà, pour dénoncer le machisme, effectivement, on a trouvé la solution idéale. On met des GPS, on regarde comment ils évoluent effectivement dans le préau de l'école et on voit ça. C'est bien, mais peut-être qu'on pourrait en parler autrement. Est-ce que vraiment la nécessité, c'est extraordinaire? Je pense qu'en ce moment, on parle de réduire les dépenses publiques. Et la mairie de Strasbourg n'a rien trouvé mieux que d'acheter des GPS et de les installer. Mais oui, mais il faut généraliser, il faut faire ça sur toute la France, évidemment, sur les centaines de milliers, voire de millions d'écoliers, c'est vrai. Mettez des GPS, c'est vraiment fondamental, il n'y a pas rien de plus important. Les hôpitaux, la santé, le reste, c'est secondaire. Savoir comment l'élève va évoluer dans son préau d'école et savoir que les garçons vont prendre peut-être un peu plus de terrain que les filles sera une occasion, et c'est vrai que c'est pas bien de prendre un peu plus de terrain que les filles, on est tout à fait d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a que le GPS comme solution? On ne peut pas en parler dans la classe? Les profs ne pourraient pas en parler? Les institutrices, les instituteurs? Non, GPS, c'est magnifique. Et c'est pas cher. C'est l'État qui paye, vous savez. Donc, on peut y aller. C'est très intéressant. Nous sommes à 3 300 000 milliards de dettes, donc plus de 3 trillions de dettes, mais qu'importe, pourvu qu'on ait l'ivresse des GPS. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Dans le face-à-face, André Berkov reçoit Agnès Naudin, auteur de Chiara, des illusions, aux éditions Héraclès Éditions. Agnès Naudin, bonjour. Bonjour. Alors c'est bien, vous venez de quitter votre campagne, on va en parler un peu. Justement, on a parlé avec Philippe Grégoire de ce qui se passe avec les agriculteurs, mais je voudrais revenir, parce qu'on se connaît, on vous a déjà reçu et toujours avec plaisir. Vous avez été pendant 3 ans au sein d'une brigade des mineurs en région parisienne. C'est bien ça? Tout à fait. Et vous en avez parlé, vous étiez venu nous en parler. D'ailleurs, vous aviez écrit un livre à ce sujet. Même 3. Même 3, c'est vrai. C'est vrai.
Et donc, et vous avez parlé du drame que c'était et des moyens qu'il y avait, etc. Et puis vous avez été suspendu. Pourquoi ? Alors c'est un peu plus compliqué que ça et ça n'a pas de lien particulier avec les livres, on va dire voilà. Si, ça a un lien avec les livres. Aujourd'hui je suis suspendue mais j'ai été révoquée pendant 1 an pour violation du secret professionnel parce que j'ai raconté dans ces livres-là des histoires qui étaient encore en cours d'instruction. Donc ça n'a pas de lien, on va dire, direct avec mon activité en tant que policière, mais plutôt en tant qu'écrivaine. Mais vous voulez dire que c'est illégal de parler de faits ou de drames en cours d'instruction, ou c'est pour ça qu'on vous a... Ah bah oui, ça c'est la loi. Il y a un code de procédure pénale et l'article 11, les enquêtes en cours d'instruction, elles sont... il y a une confidentialité et un secret qui s'impose pour tous les acteurs de cette procédure-là. D'accord. Et je pensais avoir fait le nécessaire pour justement anonymiser tout, etc. dans le livre. Manifestement, c'était pas le cas. Après, je crois, j'ai pas toute la jurisprudence, mais je pense que je suis le seul flic de France à avoir été révoqué, c'est-à-dire la sanction la plus lourde dans le cadre de la fonction publique, pour des faits de violation du secret professionnel, qui est une infraction que toute la sphère judiciaire commet tous les jours, quels que soient les niveaux. Absolument. Donc, et on connaît le nombre de publications de journaux qui sont alimentés presque uniquement par des juges et des policiers. Voilà, et donc effectivement, les médias sont les premiers receleurs du secret de l'instruction. Mais c'est vrai que quand je l'ai écrit, je savais qu'il y avait un risque. J'ai pensé vraiment faire tout ce que j'avais pu, prendre tous les conseils, faire les relectures qu'il fallait pour que ça passe. Voilà, ça n'est pas passé. C'est encore en cours parce que j'ai été condamnée en première instance en mai 2023. Et c'est sur ça c'est de cette condamnation dont ils se sont servis pour effectivement en parallèle faire une procédure administrative qui a abouti à la révocation. Mais elle est disproportionnée. Et c'est ce que le tribunal de Paris, que j'ai saisi, puisque j'ai fait un recours pour cette révocation, qui a estimé qu'effectivement la sanction était disproportionnée au regard des faits. Donc peut-être que cette disproportion-là, elle est, en tout cas pour moi, manifeste d'une intention de mon employeur de me faire sortir des rangs, peut-être pour d'autres raisons. Voilà. Alors... On va discuter de ça, non, je veux dire, avant de parler du roman, simplement, parce que c'est important. Vous dites que vous êtes la seule à avoir été révoquée pour ce motif-là, pour ce genre de motif. Alors, j'ai dit, je ne suis pas allée regarder toute la jurisprudence, donc je ne suis pas sûre, mais ça ne m'étonnerait pas du tout. Parce qu'on a souvent des policiers, quand ils sont, par exemple, condamnés au judiciaire pour des violences faites sur des personnes, qui vont avoir comme sanction une suspension de 12 mois, de 24 mois, mais pas une révocation. Donc après, voilà, 2 poids 2 mesures. Est-ce que c'est plus grave d'enfreindre le secret professionnel ou est-ce que c'est plus grave de taper quelqu'un ? Je laisse la question. Posez la question posée, effectivement. Alors aujourd'hui, quel est votre statut aujourd'hui, Agnès Dodin ? Alors aujourd'hui, actuellement, officiellement, je suis suspendue pour 24 mois, dont 12 avec sursis. Dont 12 avec sursis, d'accord. Voilà. Donc j'ai 12 mois de suspension qui ont démarré là au mois de septembre. Donc je suis officiellement réintégrée, suspendue, sans traitement. Sans traitement. Ah bah oui, non, sinon c'est pas... Attendez, je comprends pas. On a l'impression que c'est une révocation par d'autres moyens. Enfin, ça continue. Eh ben non, parce qu'au bout des 12 mois, il va falloir qu'on vous réintègre. Qu'on me réintègre vraiment dans un poste et voilà. Non, mais c'est une punition continue, quoi. Enfin, normalement, je ne sais pas si c'est une punition ou pas. C'est une sanction. Donc oui, c'est une sanction, voilà. Mais donc ça veut dire que j'ai encore 12 mois pour essayer de savoir comment est-ce qu'on va sortir de tout ça. Et vous êtes encore au tribunal, enfin vous avez encore une action qui se poursuit. Oui, l'audience devant la cour d'appel de Versailles, elle est prévue pour le 15 janvier 2025. Ça c'est l'appel contre votre révocation. Enfin, non, pas la révocation, j'ai été condamnée en première instance par le tribunal de Nanterre. J'ai beaucoup attaqué dans mes livres aussi. Et eux, en première instance, ils m'ont attaqué pour violation du secret professionnel. Et j'ai eu 6 mois de prison avec sursis et 3 ans d'interdiction de travailler dans la police.
D'accord. Voilà. Ah, c'était ça la sentence. Donc ça, c'était la sentence. J'ai fait appel et voilà, et l'appel, l'audience en tout cas, se tiendra là le 15 janvier. J'arrive au bout du... J'arrive au bout de cette expérience. Vous, alors aujourd'hui, au moment où on parle, Agnès Nodain, vous avez envie de réintégrer la police, eu égard à tout ce qui s'est passé? Mais je n'ai pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous pouvez faire autre chose. Parce que dans la police, vous voulez dire? Non, autre chose ailleurs. Ah, je pensais que vous me disiez de réintégrer dans la police. Non, je veux dire, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Oui, c'est la question. Est-ce que vous avez envie de réintégrer la police ou de faire autre chose, un autre métier? Eh bien, je n'ai pas le choix, parce que si ça tenait qu'à moi, c'est-à-dire profondément de ce que si je suis rentrée dans la police, c'est parce que j'avais envie de le faire, que j'ai adoré ce que j'ai fait, et particulièrement la brigade des mineurs. Et je dis que j'ai pas le choix, parce qu'à partir du moment où votre employeur utilise les moyens qui sont à sa disposition pour pouvoir virer quelqu'un, bien évidemment, s'il y a une autre personne, là, le tribunal administratif qui dit bah non, en fait, vous allez la réintégrer et vous allez prendre une autre sanction. L'intention de l'employeur, c'est quand même de me sortir. Et dans la police, quand on est dans ce genre de situation-là, ça veut dire que si je réintègre effectivement à l'issue des 12 mois et que je reprends un poste et que je repars en commissariat ou peu importe, je vais être sans arrêt sur mes gardes. Parce que de toute façon, je vais être dans le viseur en permanence de qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va faire, Et donc, en fait, on est dans une relation de travail qui est de défiance des deux côtés et on ne peut pas avancer comme ça. Et eux, bien évidemment, ils ont tous les moyens à leur disposition pour m'écraser et pour me mettre, même la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, ça en est une preuve. Oui, bien sûr. Donc je dis que j'ai pas le choix parce que à un moment donné, il faut juste voir la réalité telle qu'elle est. Et je suis pas sadomaso. Je suis en train de baisser les armes et de me dire ok, moi c'est bon. Je suis fatiguée. J'ai d'autres perspectives qui, elles, sont plus, qui sont différentes, en tout cas qui sont plus douces. Et donc voilà, il faut qu'on arrive faut que j'arrive à faire cette transition et de la manière la plus soft possible. Oui, soft possible. Oui, non, je comprends. Voilà. Vous n'avez pas, mais en fait. Mais c'est un crève-cœur. Ouais. C'est vraiment un crève-cœur pour moi. Oui, j'imagine, parce que vous n'avez pas envie de réintégrer ce que vous avez connu avec le poids qui risque de peser sur vous. Tout à fait. Ouais. Exactement. Et alors donc, en tout cas, vous continuez à écrire, et ça, c'est une bonne chose. Mais avant ça, quand même, je veux dire, c'est intéressant le poids du réel. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, et votre cas est assez exemplaire, mais il y en a d'autres dans d'autres domaines, qu'on ne supporte pas la réalité, parce que ce que vous avez raconté, c'est la réalité, on le sait. Et je veux dire, il n'y a pas que dans vos livres. On sait très bien quelle est la réalité par rapport aux mineurs et par rapport à d'autres problèmes. Vous avez raconté le réel. J'avais lu, en tout cas, un de vos livres au moins. Et c'était très, très fort. Et vous racontiez ce qui se passait. Qu'est-ce qui fait qu'une société ne peut plus supporter le réel, une société? En tout cas, les responsables d'une société ou un appareil ou un système ne supportent plus le narratif, un narratif différent de celui qu'il veut imposer. Je crois qu'on appelle ça de la manipulation. En règle générale, c'est-à-dire qu'il y a la réalité, et encore une fois, dans les livres, je n'ai raconté que ma réalité, donc bien avec sûr. Mon champ de perception de ce que j'ai vécu. Et ce que vous avez vécu et observé. Et de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai observé. Ça, c'était dans les premiers livres. Après, dans ceux qui ont suivi, là, je suis allée faire des recueils de témoignages ou de familles de victimes ou de policiers qui avaient vécu des histoires aussi difficiles au sein de l'institution. Donc, je me suis aussi nourrie des expériences des autres pour essayer de comprendre comment le système fonctionne. Ceux qui sont dans le système et qui sont tout en haut de ce système ont une vue globale et générale sur tout ce qu'il se passe. Eux, c'est leur réalité, mais la réalité, ils ne peuvent pas la nier. En revanche, il y a des choses qu'il faut cacher parce que vous, en tant que citoyen, cette réalité-là, vous ne voulez pas la voir. Et ça, c'est quelque chose qui est d'ordre plus général. Ah, vous croyez que le citoyen ne veut pas la voir ? Ouais, j'ai souvent entendu, dans des salons du livre, j'ai souvent entendu des gens qui me disaient « Votre livre, je ne peux pas le lire parce que je suis trop sensible ». Alors effectivement, là, on va sur une matière qui est très particulière. C'est les mineurs, on peut tout à fait le comprendre.
On va juste faire une petite pause, Agnès Nodin, et on va continuer de parler de tout cela parce que c'est fascinant, le rapport avec la réalité. Je crois qu'il est fondamental aujourd'hui si on est en démocratie. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et Agnès Nodin, c'est un écrivain dans tous ses états. Elle est policière, mais elle aussi dans tous ses états, elle écrit de très beaux livres. Alors, 2 sœurs jumelles, Chiara, capitaine de police travaillant dans la brigade des mineurs. Ça rappelle quelqu'un, ça, hein. De Mitter de Marseille, et Julia, avocate respectée, donc 2 sœurs jumelles, ont choisi de dédier leur vie à se battre pour la vérité et la justice. Liées par un lien émotionnel profond, elles ont toujours été là l'une pour l'autre, mais aujourd'hui elles se retrouvent engagées sur la même affaire et cela mettra à rude épreuve leur gémilité. L'enquête révélera de multiples victimes et mettra en lumière le sordide des histoires intrafamiliales. Effectivement, vous avez continué, d'ailleurs, et c'est très bien étonnant, dans un très beau roman qui se lit vraiment avec plaisir, Chiara, la désillusion, voilà, c'est la désillusion, aux éditions Héraclès. Et en fait, pourquoi vous avez voulu faire ce que vous avez toujours fait en roman ? Parce que j'en ai marre d'être embêtée. Je l'ai fait en roman. Ça a été un passage et une transition difficile. Ça m'a pris bien 1 an. Parce que la fiction, il y a une part de créativité que j'avais pas forcément mis en œuvre dans les premiers livres, parce que c'était pas l'objet à ce moment-là. Il y avait encore des histoires que je voulais raconter. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, tiens, il y avait 2 projets complètement différents. D'un côté, ces histoires de sœurs jumelles, et puis d'un côté, ces histoires-là qui étaient des enquêtes que j'ai faites, que j'ai menées, qui avaient besoin. C'est basé sur le réel, sur votre réel. Ah non, ce sont encore des enquêtes que j'ai menées, sauf que celles-ci, elles sont passées en force de choses jugées. Donc, il y a eu des condamnations, et donc je ne voulais pas faire un bis repetita de me refaire encore retoquer sur la violation du secret professionnel. Donc cette fois-ci, j'ai fait les choses sans prendre de risques, on va dire ça comme ça. Et donc de partir du réel et le passage qui a été difficile, ça a été de prendre des libertés par rapport à cette réalité-là, parce que j'avais une forme de rigidité aussi à l'intérieur, de vraiment, c'est-à-dire d'avoir tellement à cœur de montrer ce qu'était la réalité, que là, on peut la transformer, on peut la modifier, on peut y rajouter quelque chose. J'ai mis beaucoup de temps à me l'approprier. Et du coup, ce livre-là, ça a été le plus difficile pour moi à écrire. Ça a été le plus long. Il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois, que je le modifie. Donc un travail d'écrivain que j'avais jamais fait jusqu'ici. Donc ça a été la première difficulté. Et après, la deuxième, ça a été de trouver un éditeur. Parce que j'ai déjà écrit des livres, donc des éditeurs, j'en connais quand même un certain nombre. Et oui, mais c'est comme pour tout partout, je suis dans une case qui est, elle écrit des documents. Il voulait pas, il dit, Agnès Nodin, non, il faut vous raconter un témoignage, pas de roman, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que dans un roman, on passe dans une autre case, ça veut dire que dans les librairies, on est dans un autre rayon, et en fait, dans ce circuit-là, qui pourrait être le même que la grande distribution pour les agriculteurs, tout d'un coup, il y a un produit qui arrive et on ne sait pas où le mettre, et donc du coup, on préfère ne pas le mettre. Et c'est ça. Donc c'est toujours au carrefour, pas dans une case où ce serait effectivement, certainement aussi pour moi, plus pratique d'être. Et donc finalement, et là encore, parfois, la part de divin qui arrive, c'est le hasard des rencontres et des coïncidences qui n'en sont pas. Et j'ai rencontré des éditeurs qui font ce métier-là de manière différente de ceux que j'avais connus jusqu'ici. Et cette aventure, elle est partie je les ai rencontrés fin août et le bouquin sort début novembre. Ah oui, d'accord. Donc ça a été très très vite, exactement. Voilà. D'accord. Alors justement, vous parlez effectivement de ce que vous connaissez, vous parlez de réel. Et ce qui est quand même frappant, et ça reste vraiment très fort, vous disiez avant, je voudrais qu'on revienne là-dessus, vous disiez beaucoup de gens ne veulent pas entendre cette réalité. Et cette réalité, comment vous expliquez, s'il y a explication d'ailleurs, parce que vous avez vécu dans votre pratique policière, etc., c'est vrai qu'il y a des choses sordides, absolument sordides. Il y a des choses dramatiques, et surtout quand on s'attaque, encore une fois, et on va pas parler de pédocriminalité et autres, quand on s'attaque aux enfants. Je veux dire, c'est quelque chose, moi, qui me paraît, mais non seulement insupportable, on sait que ça existe, et on sait que ça existe depuis toujours,
mais on est frappé de... Justement, vous disiez, on ne veut pas l'entendre, mais on voit ce qui se passe. Et aux États-Unis actuellement, énormément de procès sont en train de sortir là-dessus. Après les voyages dans certaines îles et autres rappeurs, comment vous expliquez que le manteau reste très fort, qu'il y ait cette espèce de non-dit, de cacher ce crime que je ne saurais voir? Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première déjà, et vous contribuez fortement à ça en tant que média, c'est qu'on ne parle que de ce qui se passe pas bien. Donc il y a un matraquage en permanence dans les médias de ce qui se passe pas bien. Les gens sont dans leur vie, avec leurs préoccupations quotidiennes, leurs problèmes en règle générale, et les médias passent leur temps à, en plus de tout ce qu'ils vivent, à rematraquer quelque chose, c'est-à-dire ne laissant aucun échappatoire à où est-ce qu'il y a un peu de lumière quelque part, où on pourrait éventuellement s'épanouir. Donc déjà, il y a ce phénomène-là qui contribue. Et le deuxième qui procède exactement de la même chose, c'est que quand on est dans son quotidien et qu'on n'est pas forcément conscient de ce qu'on vit, et donc c'est des questions qu'on ne veut pas se poser, on ne veut pas voir la nature humaine telle qu'elle est, puisqu'on en fait partie, et donc se poser sur ces sujets-là et les regarder, c'est aussi accepter de regarder la réalité en face et de voir que nous, on fait aussi partie de ça. Enfin, nous, on n'est pas forcément pédophiles ou criminels ou tortureurs d'enfants. Non, mais quand je dis qu'on fait partie de ça, c'est-à-dire que même les criminels et même les pédophiles, et même, ce sont aussi des humains. Ils font partie de notre humanité. Oui, alors... Et donc, voir que l'humain peut arriver jusque-là, c'est pas possible pour eux. Ils peuvent pas franchir ce cap-là. Parce que parfois, ça peut remettre en question, et alors là, on est en plein dedans, et c'est souvent le cas, dans les secrets de famille. Parce que la problématique des pédophiles et de tout ce qui concerne les mineurs, je veux dire, dans la majeure partie du temps, c'est les secrets de famille. Donc en fait, ils sont déjà dedans. Donc c'est une réalité. Alors soit ils sont dedans, et le fait de regarder ça, ça leur rappelle. Ils sont dedans, et c'est très dur pour eux, ou alors ils la connaissent. Donc en fait, on touche au cœur du plus intime. Et c'est souvent là où on n'a pas du tout envie d'aller regarder, parce que c'est difficile, parce qu'il faut faire un certain nombre de choses, et qu'aujourd'hui, on veut plus prendre de risques, plus faire des efforts, on veut pas se discipliner, et on veut pas se connaître, en fait. Parce que c'est difficile parfois d'ouvrir les yeux et de se dire, tiens, je fonctionne comme ça, et la première personne qui ne le voit pas, c'est moi. Oui, mais Agnès Dodin, sortons des familles où il y a de ces problèmes-là, effectivement. Mais vous avez énormément de gens, et je crois quand même c'est la majorité, je ne dis pas qu'ils vivent magnifiquement, qu'il n'y ait pas des problèmes, mais qui n'ont pas ce genre de problème sordide ou criminel. Pourquoi eux ne veulent pas entendre? Vous dites, oui, les médias ne donnent... Enfin, écoutez, ils vivent dans un univers, il ne s'agit pas... Comment ils ne veulent pas prendre conscience qu'il y a ce problème-là? Alors qu'ils sont même peut-être très bien avec leur famille, avec leurs enfants, avec leurs amis, etc. Et puis qu'on sait qu'il y a des guerres, qu'il y a tout ça. Enfin, on sait très bien qu'il y a le mal dans l'homme. Il ne faut pas quand même... Ce ne sont pas tous des gens qui vivent dans leur bulle. Oui, pourquoi ils ne veulent pas l'entendre? En fait, quand j'ai commencé à écrire en 2018, quand le premier livre est sorti en 2018, oui, on n'était pas encore dans l'ère de prendre vraiment à bras-le-corps le problème des violences conjugales. C'est venu, tout ça est venu... à 2018, ce moment-là. Oh, quand même. 2018. Non. Dans les services de police, les référents violences conjugales, ouais, c'est venu à peu près 2020, 2021. Une fois qu'on a fait, en fait, c'est sorti au moment du Covid, au moment quand les gens sont restés chez eux, il y a eu enfin voilà, c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on a commencé à mettre des choses en place. Pas en parler, mais commencer à mettre des choses en place. Donc dans les médias, ça a commencé à s'ouvrir. La thématique sur les enfants, à ce moment-là, j'étais tout à fait consciente que on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les médias ont fait ce rôle-là à un moment donné de dire stop, on va commencer à en parler, parce qu'après il y a aussi une forme de censure. Parce qu'il y a un lien entre les réseaux pédocriminels, l'argent, la drogue, les politiques, un certain nombre de choses. Un lien que vous avez constaté. Soyons clairs. Pas dans le cadre de mes activités. Après, j'écoute, j'entends, je rencontre des gens et voilà, j'ai arrêté, déjà moi, depuis que je suis arrivée, j'ai arrêté d'être naïve aussi là-dessus. Alors que j'étais en plein cœur du système, ça faisait partie des choses quand on en parlait. Ouais. Mais quand on m'en parlait, je me disais, mais c'est pas possible, ça ne correspond pas à ma réalité dans laquelle je suis là aujourd'hui. Maintenant, ça transpire partout, ça touche les plus grands,
les médias, les réseaux sociaux permettent aussi beaucoup de se départir de l'information qu'on veut leur donner. Ils vont aller la chercher ailleurs. Absolument. Donc il y a, en parallèle de on veut pas voir, il y a quand même tout ça qui se met en place aussi et qui crée une balance, Voilà. et dans lequel aujourd'hui ces sujets ils sortent et on en parle de manière plus facile, et même parfois après avec des dérives, parce que du coup on va en parler à outrance, on n'en parle pas et on en parle trop en fait. Il y a toujours le retour du balancier qui va aux extrêmes. Et ben on est dans cette période-là. Et concernant les enfants et les violences qui sont faites sur les enfants, pour l'instant, c'est pas encore rentré dans le champ légal, judiciaire, policier. Voilà, on n'en est pas encore à cette phase-là. Vous voulez Mais ça dire, va c'est rentré arriver. dans le champ médiatique avec les films, avec les documentaires, mais pas dans le champ policier. Eh ben, c'est pas rentré dans le champ institutionnel de prendre vraiment à cœur ces sujets-là qui sont fondamentaux. En revanche, effectivement, eh ben, on va se poser la question d'aller mettre des GPS sur des gilets d'enfants à l'école pour savoir comment est-ce que les petits garçons et les petites filles se comportent. On met l'argent là où on le souhaite, là où on veut, là où ça intéresse. Le système encore et toujours. Agnès Naudin, on va continuer à parler du roman d'Agnès Naudin, Chiara, après cette petite pause. À tout de suite. Et si vous voulez poser une question ou si vous avez une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes de Saint-Général, et sous le signe des Gémeaux, et face à la mirée, Eh ben oui, non, c'est pas Chiara et Julia qui chantent ça, mais dans le roman d'Agnès Naudin, donc Chiara, alors elles travaillent ensemble, la capitaine de police, c'est vous, l'avocate, je ne sais pas si c'est une amie à vous, vous avez pensé à une amie à vous, vous avez complètement inventé, dites-moi. En fait, j'ai passé 2 ans quand j'étais en brigade des mineurs avec une collègue qui avait une sœur jumelle, une vraie jumelle. Donc elle était flic et sa sœur jumelle était avocate. Ah d'accord. Et voilà, donc c'est vraiment né aussi d'elle parce qu'il y a une partie de Chiara qui est aussi cette jeune femme-là. Donc c'était une manière pour moi aussi de lui rendre un peu hommage. Vous avez un exemple, oui. Vous avez un exemple du quotidien pendant 2 ans, ouais. Et alors justement, on parlait de ça, Agnès Naudin, et vous en parlez longuement dans ce roman. Et au fond, vous avez dit quelque chose juste avant la pause. Vous avez dit, ah, mais moi j'étais naïf, je pensais pas qu'il y avait telle ou telle chose, même dans mon métier. Et c'est quand même intéressant parce que beaucoup de gens, quand on interroge des policiers ou autres, d'ailleurs pas seulement des policiers, ou des juges, ou des avocats, des fois ils vous disent des choses assez terrifiantes sur les drames qu'ils ont. Et donc, vous avez été, et d'ailleurs c'est bien, vous avez la capacité d'être encore étonné, mais même par peut-être une profondeur de la perversité ou de la glauquerie, disons. Plus maintenant. Ça y est, j'ai franchi ce cap-là, oui. Mais je l'ai accepté, mais ça reste encore très difficile et comme c'est pas du tout mon mode de fonctionnement, j'ai toujours du mal à comprendre les ressorts en fait qui mènent à ça. Voilà. Alors je parle pas de ceux qui sont malades, sociopathes, etc. Non, ça, bien sûr, oui, ça. On comprend. Mais quand on n'est pas dans ce cadre-là et qu'on arrive quand même à se retrouver dans des situations et à commettre des infractions telles que viol sur mineurs, etc., voilà, ça, j'ai mis beaucoup de temps à penser que c'était possible, presque. Ben oui. Ouais. Enfin, je dirais, Mais... Et oui, on se demande jusqu'où on peut aller. Et la partie de moi qui veut pas le voir et qui veut pas l'accepter, c'est aussi parce qu'en fait, cette réalité-là, j'ai pas du tout envie qu'elle fasse partie de la société et telle que moi je la vois, en fait. Oui, mais sauf qu'elle fait partie, c'est intéressant. Elle en fait partie, tout à fait. Mais donc, du coup, le décalage, pour moi, était énorme. Voilà, j'arrive maintenant à faire en sorte que le décalage soit un peu plus petit. Alors, racontez-nous justement, pour savoir, pour les futurs lecteurs de votre livre que je recommande, c'est quoi cette affaire? Cette affaire, ça a été la plus longue, la plus difficile. C'est une des premières affaires sur lesquelles je suis tombée en arrivant. Et celle-là, elle était terrible parce qu'il y a beaucoup de victimes. C'est-à-dire, racontez-nous.
Eh ben, il y a... Voilà, oui, mais après, si je raconte, du coup, tout le travail de suspense que j'ai essayé de mettre dans le livre, ça va Alors, complètement racontez le échappé. début, Alors, je si sais vous pas voulez comment le... Alors, vous allez raconter le début, et puis les lecteurs le liront après. Non, mais de quoi il s'agit, enfin? Il s'agit voilà, d'une dénonciation qui est faite par un petit garçon qui dénonce des attouchements qui ont été faits par un de ses voisins. Et voilà, et ça part de ça. Et ensuite, l'objectif de raconter cette histoire-là, c'est parce qu'effectivement, quand elle démarre, en réalité, l'histoire, elle a démarré quasiment 20 ans avant. Et donc, il y a d'autres procédures. Il y a un système judiciaire tel qu'il était d'ailleurs à cette époque-là, donc très loin de là où on est aujourd'hui, avec les difficultés que ça, voilà, vous que voulez ça dire, il n'y avait comporte. pas des mesures nécessaires, enfin, il n'y avait pas encore les mesures à l'époque pour combattre ça de façon plus effective. Les procédures n'étaient pas les mêmes, elles étaient beaucoup plus courtes. On n'était pas, voilà, la procédure pénale, le visage de la procédure pénale n'était pas le même il y a 20 ans. Donc, si on mettait aujourd'hui ce qui s'est passé il y a 20 ans, si on le mettait aujourd'hui, ça n'aurait pas été traité de la même manière. Donc déjà, au moins, ça permet de voir aussi l'évolution. Et après, qui a été positive quand même pour vous. Qui a été positive, oui, parce que... Je veux dire, par rapport au traitement au jugement de ces crimes. Non, alors moi, je suis pas assez vieille pour ça. Je n'ai que 13 ans et la brigade des mineurs, pour moi, c'était entre 2016 et... Ah oui. Oui, mais les affaires, elles dataient déjà il y a encore plus longtemps. Donc, je peux pas dire c'est mieux ou c'est moins bien parce que il y en a plein qui vous diront c'est trop long, c'est trop... bref, la procédure pénale est un problème en soi. Mais donc là, dans cette histoire, ce qui m'intéressait, c'était de raconter justement l'évolution aussi de comment les juges d'instruction ont essayé de faire au début. Ça n'a pas fonctionné pour diverses raisons et qui sont essentiellement dues à un problème qui est fondamental et qui est toujours le même et qui restera le même, et c'était déjà le cas au moment d'Outreau, c'est qu'est-ce qu'on fait de la parole de l'enfant ? Ah oui. Parce que la parole de l'enfant... Elle peut être vraie comme elle peut être inventée, comme elle peut être fausse. Exactement. C'est vrai. On l'a bien vu à Outreau. Enfin, c'était... Ouais. C'est un vrai problème. Et vous avez eu, vous, quand vous avez rencontré quand même, enfin, vous avez écouté des enfants. Oui. Pas comme, justement, ni comme avocat, ni comme juge, mais comme policier. Non, comme policier. Moi, je les ai entendus dans ce cadre-là. Voilà. Et il y a une chose très simple, je crois, à laquelle je crois, en tout cas, je ne sais pas si c'est partagé, c'est le fait qu'un enfant, quand il ment, il est capable de mentir en ne disant pas ce qu'il sait raconter réellement. En revanche, c'est plus compliqué de mentir en créant une situation qu'il n'a pas vécue. Ah ouais, je comprends. Il peut mentir par omission. Exactement. Plus facilement que mentir en créant une situation. Enfin, oui, parce qu'un enfant de 4 ans, s'il n'a pas vécu un inceste et qu'il doit, ou 4, 5 ans, 6 ans, mais que par X ou Y raison, il est télépiloté par un adulte pour raconter ça, non, ça on va le... Forcément, ça se voit. Voilà, exactement. André, il y a une auditrice qui voudrait poser une question, donc je vous coupe. C'est Mireille de Toulouse. Bonjour Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour Mireille. Oui, bonjour. Merci pour vos bonnes émissions. Merci à vous. Alors, c'est pas une question, c'est plutôt, comment dire, je suis tout à fait d'accord avec madame. Moi, je ne suis pas confrontée à ce type de problème, mais par contre, je m'y suis intéressée parce que tardivement, j'ai eu un petit garçon qui aujourd'hui a 8 ans et demi. Et j'ai très peur pour lui. Voilà, parce que Pourquoi vous avez très peur pour lui, Mireille ? La pédocriminalité, le fait qu'il y ait des prédateurs, voilà, je n'ai pas été confrontée à ça. Personnellement, toute petite, j'ai vu une personne qui rôdait et j'ai eu un très bon instinct de partir en parler à ma mère. Donc, je crois en l'instinct des enfants qui savent qui ne sont pas confrontés à ça, qui savent réagir. Par contre, quand madame dit qu'on est dans nos vies et qu'on est, qu'on ne veut pas voir tout cela, j'avoue que lorsque j'ai vu des reportages, après, ça m'a
comment dire, je ne faisais qu'y penser, j'en rêvais, j'en avais très peur. Donc, effectivement, quand on n'a pas été confronté à cela, on a envie de tourner la tête un peu. Oui, on n'a pas envie, oui. Voilà, on n'a pas envie de toucher le fond, quoi. Enfin, de voir le fond, même si on n'a ça pas ne envie de concerne voir pas. cette partie-là. Et que lorsque Madame disait, voilà, ça fait partie de l'humanité. Oui, de l'humain, pas de l'humanité, mais de l'humain. C'est très, comment dire, c'est très perturbant d'ouvrir les yeux et de, voilà, que faire. Merci Mireille. Oui, Agnès Naudin, c'est vrai, d'ailleurs on peut se poser la question, peut-être je vais un peu loin, mais je ne crois pas, est-ce que c'est fait partie de l'humanité ou c'est fait partie de l'inhumanité ? Parce qu'il y a beaucoup d'inhumanité chez les êtres vivants. Mais moi, je crois que dans la manière dont vous posez la question, il y a beaucoup de dualité. Et que la dualité, elle n'est pas forcément juste, en fait. Ça fait partie de l'humanité. Il n'y a pas d'inhumanité dans l'humanité, il y a l'humanité telle qu'elle est, en fait. Et point. Et point. Avec ses failles et ses grandeurs, c'est ça. Voilà. Avec ses expériences. Et on en est tous des produits et on concourt tous à cette expérience de l'humanité. Et après, la question, c'est où est-ce qu'on veut l'emmener ? Et je crois que la question, elle est surtout là. Parce que les institutions, elles ne changeront pas. Elles ne changeront que parce que les gens à l'intérieur changeront. Je suis d'accord, mais je crois aussi que la question qui se pose aussi, c'est que est-ce qu'on peut empêcher de nuire ou pas ? Parce que je crois qu'il y a des gens innocents qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien vu et qui se font massacrer par des gens. Et je crois que empêcher de nuire, c'est quand même pas inintéressant. Moi, personnellement. On se retrouve juste après une petite pause. André Berkoff reçoit aujourd'hui Agnès Naudin, auteur du Chiara des illusions à Héraclès Éditions. Si vous avez une question ou une réaction, vous pouvez appeler au 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et Agnès Naudin pour Chiara et Désillusions aux éditions Héraclès. Alors justement, parlons un peu de ça. Il y a eu effectivement sur la pédocriminalité, sur la maltraitance des enfants, sur tout cela dont vous avez parlé. C'était votre métier. Je dis c'était, ça va peut-être le redevenir ou pas. Vous allez voir. Ça c'est autre chose. Agnès Naudin, donc dans la capitaine de police, je le rappelle. Et on disait à la pause, vous parliez du bilan social du ministère de l'Intérieur. Vous dites que le ministère de l'Intérieur, mais est-ce qu'il n'est pas tenu de présenter un bilan social tous les ans, alors que vous dites que ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu de chiffres, enfin en tout cas que le ministère de l'Intérieur n'a pas présenté son bilan? Non. Pas du tout, vous êtes sûr de ça? Je suis quasiment certaine. Alors, sauf si ça a changé sur ces 6 derniers mois. Mais je pense pas. Après, c'est facile de les trouver, ces rapports-là. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on essaye d'étouffer. Il n'y a pas que la police. Il y a toute une chaîne à la fois de décisions, d'informations, d'élucidation. Mais votre expérience, et le bilan que vous en tirez, en tout cas pour le moment, c'est qu'on essaye plutôt d'étouffer, on essaye plutôt de masquer, on en parle à un moment donné, et puis après, ça va dans l'oubli. C'est quoi? Eh bien, je pense que dans ce type de rapport-là, il y a des informations et des chiffres. Alors après, c'est pareil, les chiffres... Oui, on peut en faire ce qu'on veut. C'est encore un autre sujet. Oui. Donc, la source, en fait, de cette information-là, dans les chiffres, maintenant, sur le bilan social du ministère de l'Intérieur, là, on est sur des chiffres de combien il y a d'agents qui sont malades, combien ont démissionné, combien sont partis, ce type de choses-là, voilà. Et je pense que s'ils ne les montrent pas, c'est que effectivement, ils veulent pas assumer le fait que leurs troupes, elles vont pas bien, et qu'on va trouver d'autres raisons qui font partie du tout, de la difficulté du métier, etc., etc. Et ils ont été bien malmenés depuis un bon moment. Sauf que voilà, moi je pense qu'il y a vraiment un problème de management au sein de cette institution-là, et que le bilan social, là on est sur une fonction vraiment ressources humaines pure et dure, et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet-là. Et qu'il n'est pas fait. Pour autant, il est dénoncé de manière régulière. Il n'y a pas que moi qui en parle, même si Police à la loi de l'Omerta, c'était aussi en grande partie ce sujet-là. Et voilà. Et donc, dans ces cas-là, ce serait admettre que oui, qu'ils font pas bien les choses. Donc, et au fond, aujourd'hui, très franchement, aujourd'hui, alors vous en êtes, vous n'avez pas du tout envie
vous dites que vous n'avez pas le choix, mais effectivement, ça on a compris. Mais au fond, le métier de policier, c'est pas un métier facile, et ça, on le sait. Il est facile d'en parler, il est beaucoup difficile de l'exercer. Mais est-ce que vous avez vraiment envie, si on vous disait, écoutez, vous allez être intégré, vous allez voir, vous n'allez pas être dans un climat de défiance, etc., etc. À supposer, faisons une hypothèse où ça se passe bien. Est-ce que vous, profondément, vous avez envie de retrouver ce monde-là, ou vous avez envie de faire autre chose, vous, personnellement? Ce monde-là, oui, mais l'institution telle qu'elle est, non. Donc en fait, tant que la structure, l'architecture, le squelette tel qu'il est administratif aujourd'hui de la police, voilà, moi la seule condition, entre guillemets, ce serait ok, moi je veux bien, je reviens, mais je suis ministre de l'Intérieur et puis on y va vraiment, en fait. Déjà prendre le job de Retailleau, ça y est, il vient d'arriver et Agnès Dodin se présente. Voilà, non, mais j'en discute souvent en rigolant parce que bien évidemment, toutes ces questions-là, je me les suis posées, j'ai beaucoup réfléchi à ça et j'ai beaucoup échangé aussi là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, très franchement, sans faire un projet de loi, un programme de gouvernement? Déjà, voilà, une des premières choses que je dis tout le temps, c'est que dans la police, on a le directeur général de la police nationale et puis on a le préfet de police de Paris. Donc en fait, on a 2 chefs. Et déjà, juste faire comme chez les gendarmes. Déjà ça, en manière d'architecture, ça changerait. Vous avez 2 chefs énormément de choses. Voilà. Vous voulez dire 2 chefs qui ont des responsabilités équivalentes? Quasiment, sauf que le directeur général de la police nationale, il a 2/3 des effectifs en France et que le préfet de police de Paris, il n'en a qu'un tiers. Mais ça fait un dédoublement de service. Donc là, quand on revient sur l'histoire de la gestion des finances publiques, on a fait certaines choses avec la DGSI, on a essayé de recouper des services, mais il y a un truc qu'on ne fait pas, c'est cette institution qu'est la préfecture de police de Paris, qui est magnifique en plus en soi et qui fonctionne parfois mieux que certaines choses au sein de la direction générale de la police. Mais on n'est pas en train de dire qu'il faut niveler vers le bas, on est en train de dire qu'ok, on prend un modèle, on prend celui qui marche le mieux et voilà, et on met un chef à exactement, voilà. Et pour avoir des vraies ressources humaines, une ressource humaine, pas à 15 dans différents services, etc., etc. Donc voilà, des idées, j'en ai plein. Si Monsieur Retailleau, il veut en avoir plein, écoutez, je suis là, on peut en parler. Mais... Écoutez, en tout cas, c'est véhiculé, Monsieur Retailleau nous entend, donc on verra s'il vous écoute. Voilà, mais disons que tant que l'institution, elle est comme ça et qu'elle fonctionne comme ça, non. Voilà. Oui. Donc, pour le moment... Et puis l'écriture, c'est voilà, je déplace juste ce que je fais à un autre endroit où il y a plus de liberté. Et voilà, et puis j'ai plus l'obligation de réserve, de loyauté, etc., etc. Donc et la fiction, la fiction, ça permet de raconter encore plus la réalité sous couvert de la fiction, en disant voilà, ça amène les gens aussi et des lecteurs qui éventuellement auraient pas envie de le voir, mais qui vont être capables de lire et c'est ça qui est, moi je comprends pas, c'est-à-dire qu'on veut pas voir la réalité telle qu'elle est, mais on va aller lire des livres et des romans noirs horribles, atroces, dans lesquels il y a dans lesquels il y a une violence qui est exacerbée et les gens adorent ça. Vous savez pourquoi? Non, je sais pas. Parce qu'il y a le talent. Parce que les grands écrivains noirs, les grands romanciers policiers sont du talent. Et le talent, ça joue. Donc, comme ça, on leur rend hommage par là. Voilà. Et comme vous avez du talent, je sens que vous allez faire la Proust de la police à la recherche du gardien de la paix perdu. Merci Agnès Dodin. Merci beaucoup. Et vous pouvez retrouver toutes les émissions d'André Berkoff et cette dernière qu'on vient d'entendre en podcast sur notre site internet sudradio.fr et en replay sur notre chaîne YouTube. Berkoff dans tous ses états revient demain, André? Demain, absolument. À midi, même endroit, même heure. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.